Comment générer facilement 2 à 3 000 euros par mois grâce à l'Airbnb Business en Thaïlande. Ce modèle m'a permis en seulement un an de passer de 0 à 30 unités, de générer plus de 14 millions de bahts de chiffre d'affaires avec une marge à plus de 40% et de surtout construire une vraie équipe de local me permettant à l'heure actuelle de vivre à 100% mon rêve thaïlandais de manière 100% légale. Et c'est ce que je vais justement t'expliquer étape par étape au sein de cette vidéo. Juste avant d'aller plus loin, qui suis-je pour te parler de tout ça? Je m'appelle Julien Chopard, j'ai 27 ans. Cela fait désormais 5 ans que je suis expatrié en Thaïlande. Il y a encore 2 ans, j'étais à la tête avec d'autres associés d'un centre de formation professionnelle en France spécialisé dans les dispositifs OPCO, AGFIS ou encore le CPF. Malheureusement, à cette époque, et comme beaucoup d'entrepreneurs, j'ai vu mon activité freinée par une explosion de nouvelles réglementations, de restrictions administratives et d'une bureaucratie de plus en plus étouffante. J'ai donc décidé de tout arrêter car mon activité devenait lourde, compliquée, voire impossible à développer. Et surtout, je n'étais plus aligné avec ce système. J'ai donc pris une décision radicale, tout recommencer de zéro, mais cette fois-ci à l'étranger. J'ai toujours eu un rêve, investir dans l'immobilier et encore plus de le faire en Asie. Je me suis donc envolé pour Bali, persuadé d'y trouver une opportunité. Pendant plus de 6 mois, j'ai échangé avec promoteurs immobiliers, agents immobiliers locaux, investisseurs étrangers, entrepreneurs. Mais je compris vite que le Bali de 2015 n'existait plus. Aujourd'hui, énormément d'intermédiaires, saturés, surcotés. Bref, impossible et surtout trop tard d'y bâtir un business rentable. Après plusieurs mois explorés Bali, je décida de rentrer où tout avait commencé pour moi, en Thaïlande et plus précisément sur les îles de Koh Phangan et Koh Samui, où j'avais vécu justement plusieurs années plus tôt et où je me sentais comme chez moi. Alors, j'ai eu un déclic. La Thaïlande, c'est la vraie terre d'opportunités. Plus de 35 millions de touristes sur l'année passée. Bangkok, première destination mondiale en termes de ville au niveau du tourisme. Des habitudes ancrées chez les voyageurs par rapport à Airbnb, Booking ou encore Agoda. Une vraie diversité. Des plages paradisiaques, des montagnes, de la jungle, des îles et des villes dynamiques. Également le fait qu'il y a un coût de la vie qui est bas, des loyers qui sont abordables et surtout des rendements exceptionnels comparés à l'Europe et l'Occident. Tout était là, rentabilité, stabilité et croissance. Mais une question m'a frappé. Pourquoi justement personne n'avait encore développé ce modèle de subleasing d'Airbnb Business ici en Thaïlande alors qu'il cartonnait déjà à Bali, Dubaï ou même ailleurs? C'est là que je compris que j'avais devant moi une opportunité unique, une terre encore vierge, prête à être exploitée. Mais un point noir subsistait, quelque chose qui me freinait de passer à l'action et que les gens justement en avaient peur. Et effectivement, en cherchant sur Google Airbnb Thaïlande, je suis tombé sur énormément d'informations contradictoires. Des personnes parlaient que c'était illégal, qu'il fallait monter une compagnie, d'autres parlaient de licences hôtelières obligatoires. Bref, rien n'était clair. Je décida donc de creuser le sujet à fond afin de connaître la vérité. C'est là que je compris que l'essentiel ici en Thaïlande est de monter une compagnie 100% légale. Pourquoi je dis légale? Car très vite, je découvert la réalité du terrain, que énormément d'étrangers montent des compagnies avec des nominees shareholders, des prête-noms alias des hommes de paille. Donc des tailles fictives qui sont là uniquement sur le papier. Et le pire dans tout ça, c'est que les 3/4 des cabinets d'avocats que j'ai rencontrés entre Koh Phangan, Koh Samui et même Bangkok m'ont proposé des nominees shareholders. Et même pire, certains ont même proposé de prendre leur staff dans la pièce d'à côté en tant qu'associé, entre guillemets, dans mon entreprise. Sauf qu'en Thaïlande, cette pratique est 100% illégale et c'est donc ce que je voulais absolument éviter. J'ai donc décidé de faire les choses intelligemment dès le départ. Car je ne sais pas si tu es au courant, mais la Thaïlande est un État souverain. Ce qui veut dire que peu importe si tu montes une compagnie, tu veux prendre un terrain, une maison, et je ne te parle pas de l'isolde, tu devras forcément t'associer avec un Thaï qui lui aura à minima 51% des parts et toi en tant qu'étranger farang 49% maximum. Et en fait, pendant X années, des décennies, tu as des cabinets d'avocats et même des pharangs, des étrangers, qui ont profité que le gouvernement thaï fermait les yeux par rapport à ça pour monter leur compagnie avec des tailles fictifs. Sauf que cette pratique est illégale, très dangereuse, comme j'ai pu te l'évoquer. Et la Thaïlande, le gouvernement thaï, réprimande depuis, on va dire, un an et demi, maintenant, toutes ces tailles compagnies montées avec des nominés, avec business frisé, amende de 200 000 à plus de 2 millions de bahts, arrestation, déportation, etc. J'ai donc, moi, décidé du coup de passer par une autre voie, de m'associer donc avec mon ex-petite amie, avec qui j'avais tout simplement gardé une relation de confiance
afin de monter ma structure ici en Thaïlande de manière 100% légale. Et si toi, aujourd'hui, tu n'as pas, on va dire, d'associé potentiel thaïlandais, ne t'inquiète pas, du coup, j'aurai une solution pour toi dans cette vidéo. Donc, c'est parti. Comment se lancer dans le Airbnb business en Thaïlande en 5 étapes. Petit rappel, qu'est-ce que c'est le subleasing, l'Airbnb business? Très simple. Il y a du coup, nous, vous, opérateurs, on va louer directement une maison à un Thaï. Attention de ne pas louer un farang. Si vous louez un farang, il passera forcément par un Thaï. On est bien d'accord par rapport à ça. Et donc, il prendra une commission. On loue systématiquement à des personnes thaïlandaise. Ensuite, une fois que la maison est louée, on va la rénover, on va l'optimiser, la décorer, la meubler, etc. On va également inclure toute une stratégie de pricing derrière avec les IA, etc. pour ensuite la mettre sur Airbnb, Booking, VRBO et Agoda. Et enfin, les plateformes nous reversent le bénéfice. Ensuite, la question à 10 millions de bahts, mais relativement importante, est-ce que le subleasing et la location type Airbnb de moins de 30 jours sont légalisés en Thaïlande? Je peux vous dire que j'en ai écouté des vertes et des pas mûres par rapport à ça, carrément des personnes qui m'ont dit qu'il fallait une dérogation du royaume, l'accord du roi, l'accord du ministère, d'autres qui m'ont dit que c'était complètement interdit, que c'était complètement inconscient de faire ça. J'ai épongé des dizaines d'avocats, j'ai consulté énormément de personnes, j'ai dépensé plusieurs milliers d'euros, je me suis informé directement dans les textes de loi en détail. Et pour faire du subleasing et de l'Airbnb de moins de 30 jours, il vous faut simplement 3 choses pour être 100% légal. La première, pour le subleasing, la sous-location, car on fait quand même de la sous-location, car le farang ne veut pas être propriétaire, donc on loue un bien à un Thaï qu'on va ensuite sous-louer. Donc c'est un bail amphithéotique directement qu'on va déposer ensuite au district. On fait du coup une clause de sous-location. Il faut que dans le contrat avec le Thaï, donc un contrat qui soit rédigé en anglais et en thaï, car le thaï du coup prévaut sur toute autre langue, car on est en Thaïlande et si demain il y a un litige, il n'y a que le thaï qui sera retenu par rapport au contrat commercial que vous aurez passé du coup avec le landlord. Il faut qu'il y ait une clause claire autorisant la sous-location par le propriétaire. Et on verra ensuite dans cette vidéo par rapport à la formation quelle est cette clause exacte. Ensuite, en numéro 2, une compagnie Taïko LTD 100% conforme. C'est super important. Vous allez du coup devoir ouvrir une entreprise pour pouvoir justement exercer l'activité commerciale de location court terme sur différentes plateformes. Et dans cette compagnie, il vous faut 4 employés taille déclarés pour faire votre demande de work permit, donc de permis de travail, avoir le droit de travailler et d'effectuer l'activité commerciale, professionnelle, et également un vrai partenaire taille et pas de prête-nom. On est bien d'accord par rapport à ça. Et enfin, ce qui est souvent mal compris par la plupart, la conformité et respect de l'Hotel Act. Qu'est-ce que c'est l'Hotel Act? Tout simplement un texte qui régule et qui régit toutes les restrictions, toutes les autorisations par rapport aux activités hôtelières en Thaïlande. Cet Hotel Act, c'est un texte qui fait partie du CCC, du Code civil et des commerces thaï. Et si vous voulez, de base, cet Hotel Act, donc le 2547, qui a été du coup érigé en 2004, interdisait du coup toute location de moins de 30 jours si vous n'aviez pas de licence hôtelière. Sauf qu'entre-temps, et c'est là où les gens, on va dire, ne comprennent pas et qui font l'amalgame, même les erreurs, enfin les gens ne sont pas au courant et même certains cabinets d'avocats ne sont carrément pas au courant et c'est quand même assez grave. Il y a 2 exemptions qui sont passées. La première en 2008, la 2551, et ensuite la seconde, plus récemment en 2023, la 2566, numéro 2. Donc, qui autorise la location courte durée du coup de moins de 30 jours pour les maisons, villas ou petits bâtiments jusqu'à 8 unités ou 30 clients simultanément. Ça, c'est la première règle. Ensuite, vous devez respecter les normes de sécurité. Donc, extincteur, sortie de secours, etc. Et enfin, vous devez faire l'enregistrement en tant que non-hotel accommodation. Donc, c'est un enregistrement à faire directement au district de votre province. C'est valable 5 ans. La police vient vérifier votre logement si tout est aux normes, l'administration, etc. Et ensuite, il vous délivre une autorisation pour faire du moins de 30 jours, valable 5 ans. Et à partir de ce moment-là, vous êtes 100% légal pour faire du short term et de la sous-location Airbnb. Donc c'est parti, petit saut en arrière, novembre 2024, afin que tu puisses comprendre comment j'ai démarré le subleasing, de quelle façon, de quelle manière et quelle a été mon évolution par rapport à ce business. Donc je commence du coup en novembre 2024 avec le fait de prendre 3 bungalows. Donc ce sont 3 bungalows comme ceci. Donc ce sont les mêmes qui sont au même endroit. Sur la seconde photo, c'est moi à Bixé qui ai acheté justement 8 télés par rapport aux différents logements que j'ai pu prendre dès mon mois de lancement. Car comme tu vas le voir, je ne me suis pas arrêté à 3 bungalows.
Et ensuite, là, c'est tout simplement le deal que j'ai effectué avec la landlord, donc la propriétaire des différentes maisons. Comme tu peux le voir sur les photos, les bungalows étaient relativement vides. Même la seconde photo est fausse car j'avais déjà mis, au moment où j'ai pris la photo, la télé et le meuble en dessous. Donc, je regardais les bungalows. À cette époque, en plus, j'y connaissais pas grand-chose à l'immobilier. Donc, j'étais aussi en train de me former avec différents mentors, etc., afin de connaître toutes les stratégies et comment justement équiper ces bungalows de la meilleure des façons afin de démarrer, on va dire, sur les chapeaux de roue une fois que je les aurais mis directement sur les plateformes. Et donc, je négocie ces bungalows à 15 000 bahts par mois et j'équipe chaque bungalow pour environ 1500 euros unité. Oublie pas qu'on est à côté de la Chine. La Chine, ça coûte rien. Tout est 3 à 4 fois moins cher qu'en Europe. Donc, tu peux vraiment, on va dire, équiper tes logements ici en Thaïlande avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Et c'est ce que je fais. Et donc, 3 semaines plus tard, voici à quoi ressemblent les bungalows. Donc, les équipes, télé, petite commode, lit assez sympa, 6 coussins, bedrunner, décoration au mur, tu vois, assez simple. J'adapte vraiment la décoration aux voyageurs ici à Copenhague, car ces bungalows, je les ai pris à Copenhague, sur l'île de Copenhague, à côté de Koh Samui. Pareil, l'extérieur, très simple, deux poufs, petite table, faux palmier, guirlande au mur. Ça me coûte vraiment rien, mais ça permet vraiment d'avoir une valeur ajoutée, on va dire, assez prononcée et surtout mettre le clin d'œil sur les photos. Et donc, un mois plus tard, décembre 2024, je totalise 14 logements. 3 bungalows, 3 studios, 3 maisons, une chambre, 3 appartements et 2 maisons, 2 chambres. Et même pour te dire, à l'heure actuelle, donc on est plus d'un an après, les 3 studios, donc ici, je les ai rendus après 6 mois. C'était pas intéressant. Enfin, c'est pas quelque chose qui me correspondait. C'était pas le type de persona marketing que je souhaitais, on va dire, avoir, moi, en termes de gestion par rapport à mes équipes. Et c'est ça aussi le subleasing. C'est que tu peux revendre tes biens, arrêter les contrats, mais surtout aussi revendre tes biens. Moi, demain, j'en ai marre. Je veux céder 2 unités, donc je sais pas, je veux céder Amsterdam House. Demain, je te vends tout l'écosystème. Je te vends mon bail amphithéotique, donc mon bail de leasing valable 30 ans, que j'ai déposé au Land Office. Donc, je fais une passation pour le mettre à ton nom. Derrière, je te vends les annonces sur Booking, Airbnb, Agoda, car ça aussi, on peut le faire. Je peux te passer mes annonces sur Booking. Je te vends l'écosystème derrière, les équipes, les messages, les meubles. Donc, ça, faut vraiment le comprendre. C'est que demain, tu te lances dans ce blazing, tu passes 2, 3 ans, tu veux céder des biens ou revendre tout simplement ton business, tu peux le faire. Et tu vends clairement, on va dire, quelque chose de clé en main à la personne. Il faut comprendre que l'énergie que tu investis maintenant, tu vas pouvoir, entre guillemets, la récupérer plus tard sur une revente. C'est aussi le pourquoi l'activité est intéressante. Et donc, comme je disais, en un mois, je fais 14 logements. Je te mens pas que je dors très peu. C'était un mois super intense. Je bosse 12 à 14 heures par jour. J'ai pas arrêté, mais voilà, c'est comme ça. C'est les débuts au niveau du business. On n'arrête pas. Et c'est surtout, en fait, que je voulais récupérer, si tu veux, entre guillemets, un bon niveau de vie, car j'avais un très bon niveau de vie. Je gagnais très bien ma vie avec mon centre de formation à l'époque. Et je voulais vraiment récupérer ça, donc gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros tous les mois grâce à mon activité. Donc, fallait pas chômer. Et donc, du coup, fin décembre, un mois encore après, premier mois de location. Donc, ça y est, on met les 14 annonces en ligne. On fait environ 5 000 euros de bénéfices, mais beaucoup d'erreurs, énormément d'erreurs. Des surbookings, des problèmes d'enregistrement au TM30, qualité ménage non respectée, des turnovers, des heures interminables avec les supports Booking, Airbnb, Agoda au téléphone. Bref, c'est vraiment un mois d'apprentissage. On a fait beaucoup d'erreurs, mais c'est comme ça. C'est dans le dur comme ça que tu apprends le mieux. Et on s'en sort quand même, on va dire, relativement bien avec 5 000 euros de bénéfices. Ensuite, le second mois, beaucoup mieux. Janvier 2025, donc second mois de location, environ 20 000 euros de bénéfices sur tous les logements, donc les 14, avec une marge à 60%. Et même pour que tu puisses faire le comparatif, combien rapporte un bungalow sur un mois de haute saison, donc par rapport au bungalow que j'ai pu te montrer au début. Donc rappelle-toi que je loue 15 000 bahts par mois, que je viens de démarrer, qu'il a très peu d'avis ce bungalow, qu'il n'est pas 100% optimisé. Mais, mais la haute saison en Thaïlande est juste folle. Et tu vas le voir dans tous les cas. La haute saison, c'est de décembre à mars. Et ensuite, à la basse saison. Donc de décembre à mars, on fait clairement, on fait énormément d'argent. Donc sur le premier mois du coup de janvier, je fais quasiment 130 000 bahts de chiffre d'affaires. Donc je te montre. Ce bungalow, c'est celui-là, tu vois, A102, Peaceful Wetted. Je te montre du coup l'annonce Airbnb afin que tu puisses comprendre les différents détails. Tu vois, j'ai 4.9 sur 5, j'ai 10 commentaires. Il marche vraiment bien. Les photos sont juste ouf. Ça correspond totalement au persona marketing de Copenhague. Et donc, sur le Channel Manager, donc là, c'est le Channel Manager, c'est du coup l'endroit où tu regroupes toutes les différentes plateformes. Donc, Booking, Airbnb, Agoda, VRBO, également le site web. Donc, tu vois, le bleu, c'est Booking. Le rouge, c'est Airbnb.
Le vert, c'est le site web. Et le du coup violet, c'est Agoda. Donc je te montre un peu les statistiques directement. Ici, statistiques sur A102 du coup. On décoche du coup toutes les propriétés. Je mets A102 qui me correspond. Je mets du coup le 1er 25 au 1er 25. Donc 1er janvier 2025 du coup, il y a un an au 1er 25. Et donc comme tu peux voir, on a fait du coup 129 262 bahts avec 100% de taux d'occupation et majoritairement justement des réservations sur Airbnb. Et je crois une petite réservation sur Booking. Et donc, après tous les frais, donc 15% de frais de plateforme, 15 000 bahts de loyer, 6 ménages à 500 bahts du coup sur un mois et 2231 bahts d'électricité, on arrive quasiment à 90 000 net, soit 6 mois de loyer en un mois de haute saison. T'imagines, un mois de haute saison me paye 6 mois de loyer. 2 mois de haute saison me paye du coup l'année en termes de loyer. C'est ça la magie du subleasing. Enfin, c'est tellement puissant qu'en 2 mois de haute saison, je paye du coup mes un an de loyer. Et après, j'ai 10 mois, on va dire, où j'ai que de la marge, j'ai que du bénéfice. Après, attention, petit disclaimer, ce ne sont pas toutes les unités comme ça. Il faut quand même faire une veille concurrentielle. Il y a quand même beaucoup de choses à voir et sur lesquelles se préparer afin d'aller chercher, on va dire, autant de bénéfices sur une seule unité. Mais d'une manière générale, l'opportunité du subleasing est plus que là en Thaïlande. Donc voici quelques-uns du coup de mes résultats par rapport à Airbnb. Donc janvier, février, mars. Donc une fois de plus, ce sont des résultats Airbnb car tu vas avoir d'une manière générale, surtout sur Koh Samui et Copenhague, mais la majorité des réservations viennent de Booking. Donc je te remonte sur du coup le Smobu quand on va du coup sur le calendrier. Je te mets le calendrier directement. Donc mois de janvier et comme tu peux voir, tu vois, il y a relativement que du bleu. Quasiment, on va dire 60-70% des réservations viennent de Booking. Et après, c'est Airbnb. Ensuite, c'est Agoda. Également, le site web. Faut souvenir de mes transactions, du coup, avec mes différents landlords Thaï. Donc, vraiment content de pouvoir travailler avec eux. Ça se passe relativement bien. Une fois de plus, en Thaïlande, si t'es respectueux, respectable, tu fais du bon taf. T'es pas là à faire des mensonges, des trucs un petit peu bizarres ou quoi que ce soit. Ils t'ouvrent les portes, ils te considèrent et ils te permettent tout simplement de scaler dans les meilleures conditions possibles. Et donc c'est parti, trêve de bavardage, comment se lancer dans le Airbnb business, alias le subleasing en Thaïlande en 5 étapes. Petit disclaimer, 2 prérequis indispensables pour te lancer en subleasing. Le premier, c'est d'avoir minimum 15 000 euros de côté. Tu n'as pas 15 000 euros de côté, oublie le subleasing. Pourquoi? Car déjà, premièrement, tu vas avoir 3 à 4 000 euros de frais d'avocat. C'est le prix médian ici en Thaïlande pour pouvoir avoir ton work permit et ton visa business. Donc, les indispensables pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions et surtout de manière 100% légale. Et ensuite, le budget pour prendre tes 2-3 premières unités. Ensuite, la seconde chose, évidemment, c'est de ne pas avoir peur de t'expatrier. Si tu viens ici en Thaïlande, c'est pour une vision, on va dire, moyen-long terme. Tu vas pas mettre ça en place pour lancer un business qui va durer 6 mois, 1 an. C'est quand même un business qui va prendre plusieurs années. Il faut vraiment avoir cette vision long-termiste. Première étape, création de ta société, compagnie setup. Une étape primordiale et hyper importante. L'objectif est de trouver un avocat fiable. C'est compliqué, je te mens pas. Il y a beaucoup d'avocats véreux, beaucoup d'avocats qui proposent des nominee shareholders, etc. Mais il va falloir absolument que tu puisses trouver le bon avocat pour avancer dans les meilleures circonstances possibles et de manière 100% légale. Donc, comme j'ai pu l'évoquer, 3 à 4 000 euros pour avoir ton business visa plus ton work permit. Environ 3 mois de délai. Ensuite, et tu t'en doutes bien, il va falloir absolument trouver un vrai partenaire taille pour pouvoir avancer, mettre en place l'entreprise, etc. Et pas de prête-nom. C'est vraiment le dilemme de ce pays. Si toi, aujourd'hui, tu n'as pas le contact, les réseaux, la personne potentielle avec laquelle t'associer, ne t'inquiète pas, j'aurai du coup une solution pour toi à la fin de cette vidéo. Ensuite, une fois cela effectué, où s'installer en Thaïlande pour lancer ton Airbnb business? Le principe de base, c'est quoi? Touriste égale client égale revenu. C'est simple. Pas de touriste égale pas de réservation. Tu dois donc t'implanter obligatoirement dans une zone touristique active. Phuket, Koh Samui, Bangkok. Tu as aussi Hua Pattaya, Koh Samui, Copenhague, Koh Tao, Koh Lanta. Tu as plein de zones touristiques, mais zones touristiques obligatoires. Choisir une ville ne suffit pas. Imaginons que demain tu vas aller à Phuket. Tu vas où à Phuket? Bang Tao, Rawai, Patong, La Holton. Tu as différents sous-quartiers. C'est pareil, ça, il faut l'analyser. Car tout dépend des quartiers, mais tu vois, Bang Tao, tu vas plus avoir une communauté, on va dire, un peu plus riche, luxueuse, énormément de Russes. Kamala, ça va être beaucoup de retraités. Rawai, pas mal de digital nomades. Patong, beaucoup de personnes de la nuit qui vont faire la fête. C'est pareil, tu vois. Est-ce que tu as envie de prendre des unités là-bas,
d'autres là-bas? Quel type de clientèle as-tu envie de recevoir dans tes units? Ça, il faut l'adapter. Car bien évidemment, tu vas adapter ensuite la décoration, on va dire l'aménagement, l'ameublement par rapport à tes logements. C'est important. Et une règle d'or, ne mets pas tous tes logements au même endroit. Surtout si tu ne connais pas la zone, tu viens d'arriver. Comme moi à mes débuts, Koh Samui, Copenhagen, je ne connaissais pas trop. J'ai testé plusieurs quartiers, donc quand même des quartiers intéressants, attention. J'ai quand même analysé au préalable, mais j'ai testé plusieurs quartiers pour voir ce qui me correspondait le plus, etc. Afin ensuite d'avoir la data, l'analyse, pour après, on va dire, prioriser aux endroits, tout simplement, qui me paraissaient les plus intéressants possibles. Une fois cela fait, prospection, recherche de logement. Comment trouver, on va dire, des pépites? Plusieurs solutions. La première, les sites d'annonces locales. Type Property, Fazwaz, Dot Property, Facebook Marketplace, les groupes Facebook, etc. Ensuite, les agents immobiliers locaux, les brokers. Ils ont connaissance de la zone. Tu leur décris ce que tu recherches, ce que tu souhaites, quel est le but derrière. Ils connaissent très certainement beaucoup mieux l'endroit que toi. Après, attention, ils peuvent parfois prendre une petite commission. Et enfin, la troisième méthode, la prospection de terrain. Donc, le fait directement de se rendre sur place, de faire la prospection locale par rapport à ces logements. Comment reconnaître un bon logement pour ton business? 4 questions fondamentales que tu dois absolument te poser. Est-ce que la maison est bien située? Est-ce qu'il y a un 7-Eleven à côté? Est-ce qu'il y a la mer à côté? Est-ce qu'il y a une grande surface, un supermarché? Est-ce qu'il y a des endroits, on va dire, touristiques, intéressants? Voilà. Analyse la zone, analyse le logement et qu'est-ce qu'il y a autour. Est-ce qu'également la maison est facile d'accès? Est-ce que le terrain est OK? Est-ce que la route est OK? Seconde question, est-ce que la maison est en bon état? Est-ce que l'eau fonctionne? Est-ce que la clim fonctionne? Est-ce que la structure de la maison est OK? Vérifie bien tout. Vérifie les portes, les murs, s'il n'y a pas des craquelures, des problèmes, on va dire, un peu plus profonds, etc. Ensuite, est-ce qu'elle est esthétiquement exploitable? Est-ce que tu ne dois pas remettre un petit coup de peinture? Assez important. Et enfin, ce qui est primordial, est-ce que le prix du loyer te laisse de la marge? C'est vraiment la question la plus importante à se poser. Comment justement vérifier cela? Tu dois faire une analyse de rentabilité. Imaginons que le loyer est à 25 000 bahts. Tu vas te rendre sur RDNA ou Price Labs dans le revenu estimator. Tu vas rentrer les différentes données et lui va du coup te donner un revenu estimé à 70 000 bahts. N'oublie pas que tu dois prendre en compte les charges, électricité, ménage, frais de plateforme, etc. On imagine que ça fait 20 000 bahts de frais. Résultat, 25 000 bahts net par mois en ta poche. N'oublie jamais que le revenu brut sont au moins 2,5 à 3 fois ton loyer. C'est un bon deal. Étape 4, négociation et signature de deal. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est bon. Tu as ta maison, tu sais qu'elle est rentable. Ensuite, il va falloir fixer les conditions avec le propriétaire et tout simplement négocier encore plus le deal. 4 étapes par rapport à ça. La première, très importante, une posture à adopter. Une fois de plus, tu dois arriver confiant, sûr de toi. Tu vas quand même devoir faire accepter au propriétaire de faire du business dans son logement. C'est pas n'importe quoi. Il faut quand même le tourner de la bonne façon. Donc, si tu arrives, tu bégayes, tu n'es pas sûr de toi, tu poses des questions un petit peu hasardeuses, le propriétaire va avoir peur. Et c'est tout à fait normal. Arrive vraiment sûr, confiant. On est bien d'accord. Tu es une entreprise professionnelle qui propose des services professionnels à des particuliers. Ok, tu dois avoir l'ascendant psychologique, c'est important. Et donc, prépare obligatoirement ton argumentaire avant la visite. Pose les bonnes questions, prépare les différentes questions, fixe les conditions, etc. Voilà, arrive en bonne et due forme. Enfin, négocier intelligemment le prix et les conditions. Est-ce que tu payes tous les mois? Est-ce que tu payes tous les 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce que tu payes en upfront? Qui paye la clim? Qui paye la Wi-Fi? Qui paye le gardening, l'entretien, etc. Est-ce que tu veux peut-être pas inclure dans le contrat que le propriétaire te remette un coup de peinture partout dans la maison? Voilà. Tu as vraiment différentes conditions à établir dans le contrat avec le propriétaire avant de pouvoir le signer. Très important, et pareil, ce que je fais toujours, négocie toujours 2 semaines d'avance. Tu vois, là, on est 6 février. Imaginons que je suis en train de faire un deal avec un propriétaire. Je me laisse du coup toujours 2 semaines d'avance. Donc, le contrat et le paiement commencent le 6. Mais par contre, le début de location sur le contrat commencera 2 semaines plus tard. Ça me laisse du coup 2 semaines pour remettre un coup de peinture s'il le faut, pour faire 2-3 petits travaux, pour avoir le temps de tout recevoir par rapport au mobilier, décoration, etc. Et surtout pour éviter toute période de vacances locatives et donc de perte de bénéfices. On est bien d'accord. Et donc, une fois que toutes les conditions sont établies avec le propriétaire,
tu vas enfin passer au contrat. Donc, un contrat 100% conforme afin d'établir toutes les conditions de la sous-location et d'être 100% légal. Donc là, j'ai directement mis la clause à mettre dans ton contrat en thaï et en anglais. C'est obligatoire afin d'être légal par rapport au subleasing. Donc, félicitations, tu as signé ton premier logement. Donc, on ne perd pas de temps. Tout de suite, on renchaîne. Sourcings, rénovation, aménagement. Donc là, comme j'ai pu te l'évoquer, tu remets un coup de peinture dans le logement si nécessaire. Moi, je le fais quasiment systématiquement. Je ne te mens pas, ça me prend 2 secondes. J'appelle un local. Ça me prend littéralement 2 minutes à faire. Ensuite, tu commandes tous tes équipements sur Lazada, Knock Knock, Home Pro, Bixé. Ou alors, tu peux même passer par des fournisseurs privés. Donc, moi, j'ai des fournisseurs privés à Champon, à Chiang Mai, directement aussi en Nissan, même des fournisseurs aussi chinois. Tu n'oublies pas que la Thaïlande, c'est à côté de la Chine. Tu peux avoir des prix de grossistes pour pas cher, des prix de taille, entre guillemets, pour vraiment équiper tes biens et avoir un rapport qualité-prix optimisé. Et n'oublie pas également que tu as 2 semaines d'avance. Donc là, vraiment, commande tout, fais un listing de tout ce qu'il te faut dans la maison pour pouvoir l'équiper au plus vite. Must-have, des 5 choses à respecter absolument. Le premier et en priorité, c'est le lit d'hôtel et les pilots 5 étoiles. Super important. Tu as un mauvais lit, carton rouge direct. 1 sur 5 sur Airbnb, 2 sur 10 sur Booking. Mets le budget dans une bonne literie, super important. Ensuite, coin Instagrammable. Miroir plein pied, plante verte, set de lit, lumière tamisée, coussin, plaid, etc. Je te montre directement sur mes annonces. Rien de très compliqué. Hop, on va dans mes annonces. Directement ici. Petite lumière tamisée au niveau des piscines. Literie, très simple. Moi, je mets un max sur la literie. C'est généralement ce qui ressort le plus au niveau du click rate sur Booking, etc. Tu vois, pareil, petite ambiance, télé, Netflix, canapé, literie, décoration. Voilà, fais vraiment des coins Instagrammables pour tes logements afin que tu puisses cartonner dans les meilleures circonstances. Ensuite, cuisine simple mais complète, blender, microwave, kettle, set de couteaux, set d'ustensiles, etc., etc. Mets vraiment le max afin que tes guests puissent justement cuisiner dans de bonnes circonstances. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'Israéliens. Les Israéliens, ils vont beaucoup la cuisine. Et je te garantis que si tu n'as pas, on va dire, la totale dans la cuisine, ils vont commencer à râler, machin, etc. Et ça va pas aller. Et donc, si ça va pas, ils vont te mettre des mauvaises reviews. Ton listing va baisser en performance. Donc, tes prix vont forcément baisser. Tu seras moins rempli. Et donc, tu auras beaucoup moins de bénéfices. En plus, ça coûte rien d'équiper une cuisine. Je te mens pas sur Lazada. Tu commandes quasiment tout pour moins de 5000 bahts. Donc, voilà. Mais vraiment, le paquet au niveau de la cuisine. Ensuite, pareil, la douche. Forte pression. 2 grosses serviettes. Conditionneur, shampoo. Swap for body et enfin lumière chaude, mais des lampes de chevet, lampes de salon, des bonnes ampoules, un peu tamisées, etc. afin vraiment de donner de l'ambiance, on va dire, à tes différents listings. Et petit rappel, n'oublie pas, s'il te plaît, d'adapter la décoration et l'ambiance de tes Airbnb aux voyageurs de ta zone. C'est le plus important. Ensuite, du coup, une fois que le Airbnb est prêt, mise en ligne sur les plateformes Airbnb, Booking, Agoda, Verbeo, Expedia. Tu mets le paquet sur les photos. Toujours 20 photos au minimum. Tu fais appel à un photographe professionnel, un local. Tu commences par les 3 plus fortes sur les plateformes, comme je te l'ai expliqué, salon, chambre ou extérieur. Tu crées un coin, on va dire, un peu Instagrammable. Généralement, la chambre, c'est plutôt pas mal. Et tu varies les angles. Tu montres la vue, la lumière, les détails de la déco. Ensuite, le titre, il doit être accrocheur, descriptif, géographique. Je te prends mes listings. On va prendre du coup directement la piscine. Je respecte à chaque fois sur tous mes listings cette stratégie. Coral Bay, Touber Villa, Pool, Earth of Tongsala, la loc. Pareil pour la description, 4 étapes. Hook, promesse, détail, expérience, projection. Je vais sur le listing, on va dans la description du logement, tu vois, je mets tous les features. Hop, pareil pour le premier, la localisation, voilà, tous les différents détails à chaque fois. Super important. Ensuite, les tags et équipements. Tu coches tous les équipements possibles, Wi-Fi, TV, clim, cuisine, parking, etc. Si Airbnb met des choses en place sur leur listing, des choses à remplir, c'est que c'est pas pour rien. Remplis un maximum. Ça va vraiment t'aider au niveau du SEO, au niveau du fait que tes rankings vont simplement mieux monter dans les résultats de recherche et donc tu vas recevoir plus de réservations. Ensuite, une fois que tu as mis en place tout le processus, tous tes listings sur les différentes plateformes, il va falloir du coup connecter un channel manager. Donc moi, comme j'ai pu te le montrer, j'utilise Smoboo, ça marche très bien, c'est OK, ça fait largement l'affaire. Tu as aussi Hostaway. Donc cette plateforme va te permettre, comme j'ai pu te l'évoquer, de synchroniser automatiquement tes calendriers, tes tarifs et tes messages. C'est vraiment un gain de temps, c'est intuitif.
tes équipes vont également aussi pouvoir l'utiliser et ça permet d'avoir une vision complète par rapport à ton business et éviter plein d'erreurs potentielles. Et enfin, dernière étape, configurer du coup l'IA pour le pricing dynamique. Obligatoire, indéniable. Tu peux mettre en place du coup tout ce qui est pricing dynamique, prix automatique par rapport à l'offre, la demande, la saisonnalité, etc. Donc, c'est un logiciel qui va pouvoir ajuster tes prix de manière automatique par rapport à tes listings au niveau des reviews, de la demande, voilà, tout ce que j'ai pu t'évoquer précédemment. C'est indispensable et obligatoire pour battre le marché. Moi, je te mens pas qu'en basse saison, même en haute, quand le marché est à 30-40% de taux d'occupancy, moi, je vais être facilement à 70-80. Je vais battre le marché de x2. Pourquoi? Car les 3 quarts de mes concurrents n'utilisent pas encore de logiciel d'IA. Donc, autant les distancer maintenant et gagner, on va dire, du temps et de l'argent par rapport à la concurrence. Donc, je te conseille d'utiliser du coup Price Labs, Beyond Pricing ou encore Well House. Et donc, à partir de ce moment-là, félicitations, tes logements seront prêts à encaisser les premiers bénéfices. Maintenant, 2 choix s'offrent à toi. Le premier, prendre les informations que j'ai pu te communiquer, saisir l'opportunité du subleasing, mais en risquant de tomber sur le mauvais avocat, avoir le mauvais montage et la mauvaise structure. Également, le fait de travailler avec le mauvais associé taille, de la mauvaise façon, et donc de risquer indirectement ton capital en subleasing. Second choix, décider directement de travailler avec mes équipes et moi-même dans notre tout nouveau programme d'accompagnement TaiBnB. J'ai mis au point il y a quelques mois un programme d'accompagnement complet TaiBnB destiné aux expatriés et futurs expatriés souhaitant développer leur indépendance financière de manière 100% légale ici en Thaïlande, comme moi je l'ai fait il y a 1 an et demi maintenant via le subleasing. Attention, les places sont limitées, on prend que quelques personnes tous les mois par rapport à l'accompagnement. Je vous rappelle les conditions, c'est sur candidature, le lien sera directement en dessous. Minimum 10 000 euros, en dessous on ne prend pas, car malheureusement on ne pourra pas commencer à travailler. Également le fait de ne pas avoir peur de s'expatrier, de venir en Thaïlande, de tout quitter, on est bien d'accord par rapport à ça. Également, le fait d'avoir son projet rapidement. On ne va pas attendre 6 mois, 1 an. Il faut vraiment que tu puisses démarrer le projet sous 3 mois par rapport à l'Airbnb Business. Donc, tu auras accès, mise en relation avec mes avocats franco-thaï. Tu vas pouvoir bosser avec les meilleurs et surtout pouvoir monter ta compagnie sans risque de prête-nom, de nominer shareholder et surtout avec une structure en bonne et due forme. Également, si tu n'as toujours pas d'associé taille, on va te montrer comment en trouver un de A à Z, plus avec la structure avec l'avocat. Ensuite, accès à une formation étape par étape en 8 modules par rapport au subleasing, vraiment de A jusqu'à Z. Ensuite, mise en relation avec mes fournisseurs thaïlandais, avant que tu puisses importer des meubles, décorer tes unités à des prix de grossistes et non des prix de touristes. Ensuite, accompagnement du coup directement par WhatsApp. Tu as aussi accès à un groupe privé avec tous les autres membres, coaching du coup groupé une fois par semaine, etc., etc. Et en plus de ça, tu pourras du coup venir directement une demi-journée avec moi dans mes bureaux. Je te montrerai mes équipes, comment ça marche concrètement sur le terrain, les unités, etc. Voilà, j'en dis pas plus. Je te laisse directement postuler avec le premier lien directement en dessous de cette vidéo et on se retrouve directement de l'autre côté. Ciao, ciao, bye bye, c'est Julien.